Comme ça, on m'entend? Très bien. Monsieur le Premier Président, Madame le Professeur, chers collègues, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les universitaires, Mesdames et Messieurs, enfin, mes très vifs remerciements, reconnaissants, vont au Premier Président Giovanni Mammone, ainsi qu'au docteur et au professeur Barbara Piatoli-Girard pour avoir bien voulu me convier à cette belle rencontre dans le cadre prestigieux de la Cour de cassation italienne dont la vaste et imposante silhouette est bien connue de l'amoureux impénitent de la ville de Rome que je suis depuis malheureusement de trop nombreuses années. Avant de débuter mon propos, vous l'avez dit, Monsieur le Premier Président, et à mon vif regret exprimé en français, je vous prie de bien vouloir me le pardonner. Je vous transmets, si vous le voulez bien, les chaleureuses pensées du Premier Président Bertrand Louvel, Premier Président de la Cour de cassation française, dont je prends un peu la place ici, au milieu de vous, mais je dois le confesser sans beaucoup de remords. En France, comme en Italie, il existe deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, à la tête desquels, mais je suis sûr que je ne vous apprends rien, sont placés respectivement la Cour de cassation et le Conseil d'État. Et puis, distinctement, mais d'une façon qui est aujourd'hui bien articulée, avec les deux hautes juridictions, existe un Conseil constitutionnel doté de missions propres, en réalité de missions exclusives, et qui a vu son rôle prendre une ampleur toute particulière avec l'apparition d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori au fil et à la faveur du litige concret, particulier, de la constitutionnalité des lois. C'est ce que l'on appelle, mais je suis sûr que je ne vous apprends rien encore, la question prioritaire de constitutionnalité. Mais pour autant, en France, l'intégration dans l'Union européenne, d'une part, la ratification, bien que tardive, par la France de l'intégralité du dispositif de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, ont contribué à remodeler très fortement les contours et jusqu'au contenu de cette organisation interne. Et désormais, les juridictions nationales, considérées cette fois-ci comme un ensemble commun, forment avec les deux cours européennes, Luxembourg, Strasbourg, un système juridictionnel qui forme un tout, qui est assez homogène et qui, vous le rappeliez, Monsieur le Premier Président, s'inscrit sur plusieurs niveaux. L'harmonisation, je crois que c'est le mot qui est le plus exact, du droit national, de notre droit national, de votre droit national, avec les exigences, avec les standards européens, et qui est le fruit principalement de ce que l'on appelle le dialogue entre juges nationaux et européens. Et il faut ici, vous le comprenez aisément, entendre par dialogue le sens institutionnel du terme et non pas le faux sens conversationnel qu'on entend quelquefois. Eh bien, c'est cette européanisation l'un des phénomènes les plus marquants au plan juridique comme au plan juridictionnel de ces dernières décennies. Ça, c'est le constat principal.
Mais ce constat principal, ou plutôt dans ce paysage, dans ce mouvement d'ensemble, car c'en est un, avec sa dynamique, eh bien, nous devons prendre en compte comme une limite forte, solide et sans doute très légitime de ce que les juristes français appellent l'identité constitutionnelle nationale, et cette réserve, je m'efforcerai de vous montrer qu'elle est substantielle, sinon forte. Première idée, l'européanisation du droit national. C'est une européanisation de la Constitution française, à la différence, je crois, de la Constitution italienne. La France a en effet estimé devoir entreprendre 5 révisions successives abouties à l'effet d'adapter son droit constitutionnel au droit de l'Union européenne. Autre singularité, dans bien des cas, pas toujours, cette procédure de révision constitutionnelle a fait suite à une intervention du Conseil constitutionnel lui-même, chargé, ce que l'on ne sait pas assez, de compétences particulières que lui confie la Constitution en matière de vérification de la constitutionnalité d'engagements internationaux souscrits par la France. C'est l'article 54 de notre Constitution. Révision de 1992, révision de 1993, 1999, 2003 et enfin 2008. Européanisation, je l'ai dit, cette fois-ci de la jurisprudence de la Cour de cassation. La France dispose, comme votre pays, comme l'Italie, d'un dispositif de justice constitutionnelle qui est dit concentré. Je veux dire par là que le Conseil constitutionnel a le monopole pour déclarer inconstitutionnelle la loi, une disposition législative qui lui est soumise, qui lui est déférée. Mais, et quel mais, par une décision du 15 janvier 1975, qui est relative à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel, et j'insiste sur ce point, s'est refusé à exercer un contrôle de conventionnalité de la loi dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de celle-ci, pour un motif qui est tiré, d'après le Conseil constitutionnel, de la différence de nature des deux contrôles. Et donc, il a créé, ce faisant, une forme de situation de vide, et il se tient, le Conseil constitutionnel, à cette jurisprudence. Mais à l'opposé, occupant ce vide, la Cour de cassation a, par un arrêt de chambre mixte prononcé quelques mois seulement plus tard, le 24 mai 1975, fait endosser par le juge judiciaire français la mission de juger de la conventionnalité des lois et des règlements. Et là, d'un même mouvement, la Cour de cassation reconnut, au visa de l'article 55 de la Constitution qui affirme la supériorité du traité de l'engagement international quand il est approuvé ou ratifié sur la loi sous réserve de réciprocité de l'exécution de ces engagements, eh bien, au visa de cet article 55, la Cour de cassation a affirmé la prééminence des règles du droit de l'Union européenne sur les normes législatives et infralégislatives, les règlements nationaux français. Depuis lors, la Cour de cassation fait régulièrement application de ces principes, tant pour mettre en œuvre le droit de l'Union européenne que pour mettre en œuvre le droit issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, deux aspects. La jurisprudence de la Cour de cassation
dans sa relation avec la Cour de justice de l'Union européenne, puis la jurisprudence de la Cour de cassation dans sa relation avec la Cour européenne des droits de l'homme. Avec l'Union européenne, la Cour de cassation fait appliquer régulièrement, scrupuleusement, les principes de primauté, d'effectivité et d'immédiateté du droit de l'Union européenne, tels que ne cesse de les réaffirmer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Deux exemples seulement parmi beaucoup d'autres peuvent retenir, je crois, par leur importance, par leur caractère topique, notre attention, votre attention. Le premier, c'est un arrêt de chambre mixte très récent, 7 juillet 2017, de la Cour de cassation. La Cour de cassation relève d'office le moyen, qui ne lui est donc pas soumis par les parties, puisqu'elle le relève d'office, le moyen tiré, je cite, de la violation des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne. Et elle affirme, je cite encore, si le juge n'a pas, sauf règle particulière, le juge français, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telles la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoqués. Deuxième arrêt, non moins récent, 18 novembre 2016, c'est un arrêt d'assemblée plénière, c'est-à-dire la formation la plus solennelle de la Cour de cassation française, et la Cour est appelée à fixer les règles, c'est vraiment un rôle de création normative qu'elle va ici accomplir. Elle est, la Cour, amenée à articuler l'obligation en droit français faite à l'État de réparer d'une manière générale le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice avec conciliation, avec le principe bien connu, fixé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de responsabilité des États membres. Vous connaissez bien ce principe, vous connaissez bien cette vieille jurisprudence toujours maintenue, responsabilité des États membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne. Et la Cour de cassation répond en créant ces règles d'articulation dans les termes suivants, je cite, « La responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, la décision en cause, ladite juridiction a méconnu de façon manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne. Si l'on n'est pas, ce faisant, dans un dialogue créatif des juges, juge national, juge européen, alors dans quoi est-on ? Cour de cassation et Cour européenne des droits de l'homme, cette fois-ci. Arrêt d'assemblée plénière du 15 avril 2011. La Cour de cassation, à propos du droit d'une personne gardée à vue de bénéficier en règle générale de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, conformément au droit au procès équitable qui est consacré, vous le savez, à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. La Cour de cassation affirme le principe de l'autorité immédiate des décisions de la Cour européenne et partant leur effet erga omnes dans les termes suivants que je cite. Les États adhérents à cette Convention, tous les États adhérents,
sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne sans attendre, et ce sont là les mots qui comptent et qui portent, sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Et depuis lors, la Cour de cassation a régulièrement mis en œuvre cette jurisprudence. Elle l'a fait souvent, après qu'une condamnation ait été prononcée contre la France, et en plusieurs cas, avant même que le législateur national ne soit intervenu. Et puis, dans de nombreux domaines, la Cour de cassation a mis sa jurisprudence en conformité avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je voudrais m'arrêter ici en quelques mots sur la question sensible que nous connaissons tous, polémique même, de la gestation pour autrui. La situation en cause, elle se présente, vous le savez, en substance de la façon suivante. Une gestation pour autrui est réalisée à l'étranger, dans un pays où sa légalité est reconnue. Elle est suivie, cette gestation pour autrui, après la naissance de l'enfant, de l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, et qui est prononcée par une décision d'une juridiction du pays concerné, et après, bien entendu, que cette même juridiction ait constaté, généralement par la même décision, l'abandon de l'enfant en question par sa mère biologique. Les autorités de l'état civil français, comme de beaucoup de pays en Europe et dans le monde, sont appelées, à la suite de cette opération, de ces opérations, à transcrire dans leur état civil national l'acte de naissance étranger et, en cas de refus, recours judiciaire, recours juridictionnel. À l'origine, la Cour de cassation française a une jurisprudence très fixée, 3 arrêts du 6 avril 2011. Elle juge, je cite, qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, dit-elle, de faire, et c'est le terme qui convient, de faire produire effet au regard de la filiation à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public en droit français. La Cour de cassation continue sur sa lancée, si j'ose dire, par 2 arrêts du 13 septembre 2013. Elle confirme cette position, mais elle recourt cette fois-ci, en complément, à la notion de fraude à la loi, qui est une notion très forte en droit français. Vous connaissez l'adage « Fraude omnia corrompit ». Elle dit et justifier le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement en fraude à la loi française d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour autrui, convention qui, et vous retrouvez la formule, fut-elle licite à l'étranger et nulle, etc. Seulement par des arrêts du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par des requérants qui ont été partis aux arrêts que je vous citais tout à l'heure du 6 avril 2011, condamne la France au titre de la jurisprudence que je viens de vous énoncer. Qu'on se comprenne bien, mais vous le savez sans doute, la Cour européenne ne remet pas en cause l'interdiction par le droit français du principe de la gestation pour autrui, pas davantage, elle ne remet en cause les effets préjudiciables de cette interdiction sur et pour les parents d'intention. Ce à quoi elle s'arrête, c'est uniquement, mais c'est beaucoup, la prise en considération des effets préjudiciables aux enfants ainsi conçus, de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation de ces enfants à l'égard de leurs parents d'intention. La Cour européenne s'en tient à l'idée forte qu'elle affirme et qu'elle réaffirmera
que, je cite, le respect de l'intérêt supérieur des enfants doit guider toute décision les concernant. Fin de citation, et il conclut sévèrement à la violation de l'article 8 de la Convention européenne, s'agissant, je cite, du droit de ces enfants au respect de leur vie privée, lequel respect de leur vie privée implique que chacun puisse établir la substance de son identité, en ce compris sa filiation. Que fait la Cour de cassation française? Que doit faire la Cour de cassation française? Eh bien, tirer les conséquences de cette jurisprudence. Et par un arrêt d'assemblée plénière, formation solennelle, vous le savez, du 3 juillet 2015, il y a moins de 3 ans, la Cour de cassation reconnaît, et elle reconnaît depuis lors, qu'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en elle-même obstacle à la transcription en France de l'acte de naissance étranger de l'enfant ainsi conçu, pour autant que l'acte n'est ni irrégulier, ni falsifié, que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité. Et de même, ça c'est pour la reconnaissance, voici maintenant l'adoption, de même admet-elle, je cite, que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas en lui-même obstacle au prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette influence de la jurisprudence de la Cour européenne à la Cour de cassation, elle s'est manifestée, je ne le cite que pour mémoire, dans 3 domaines qui touchent à l'activité même de la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans son rôle de juge du droit commun de la conventionnalité d'une norme de droit interne, recourra davantage encore demain au contrôle que vous connaissez bien, dit de proportionnalité. Et ce contrôle lui est guidé, infusé, si l'on me permet l'expression, par celui que pratique, et selon la même méthode, le juge européen. Deuxième marque d'influence, le recours dans les situations qui le justifient pleinement par la Cour de cassation à une motivation plus large, plus enrichie de ses décisions. Et dans ces situations, il y a bien sûr le contrôle de proportionnalité, il y a les revirements de jurisprudence, il y a les divergences de jurisprudence et il y a les arrêts rendus sur les questions de principe. Et enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a amené la Cour de cassation dans un domaine sensible qui est celui de la place de son parquet général. Vous connaissez à la Cour de cassation italienne une situation analogue. Elle a amené à des ajustements assez importants quant aux prérogatives que pouvait ou ne pouvait pas exercer ce parquet général au regard, en comparaison de la situation des parties dans les procédures. Et puis, j'en finis là cette première partie, eh bien tout va se trouver intensifié demain dans ce dialogue des juges entre le juge national et le juge européen, singulièrement le juge de Strasbourg, avec l'entrée en vigueur le 1er août 2018, c'est-à-dire demain, du protocole additionnel numéro 16 à la Convention européenne et qui permet, mais vous le savez, aux plus hautes juridictions qui sont désignées par les hautes parties contractantes, en France, la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, eh bien, de pouvoir, dans le cadre d'affaires pendantes devant elles, adresser à la Cour européenne des demandes d'avis consultatifs sur, je cite, des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et des libertés définis par la Convention et bien entendu ses protocoles. Très bien, européanisation forte, presque constante, en tout cas par vague, et un mouvement qui est univoque. Jusqu'où? Jusqu'où? Ce processus d'européanisation du droit national, notamment de l'ordre constitutionnel français, je crois vous l'avoir montré, rencontre des limites qui sont fortes dans l'affirmation
de la singularité de l'ordre constitutionnel national, en tout cas de l'ordre constitutionnel national français, mais j'ai pu relever qu'il en avait été de même dans la situation italienne et qu'il en allait de même, non moins fortement, dans la situation allemande. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de ce que les deux cours européennes, l'une comme l'autre, même si c'est à des titres différents, reconnaissent en quelque sorte comme un impératif la nécessité s'imposant à elles, en quelque sorte, de respecter les identités constitutionnelles nationales. D'où vient la formule ? Eh bien, on la trouve voisine dans l'article 6, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, qui parle, je cite, de tradition constitutionnelle commune des États membres. Pour affirmer, je cite, les droits fondamentaux qui en résultent de ces traditions constitutionnelles communes font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. Fin de citation. Et vous trouvez ces mêmes emprunts dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, identité constitutionnelle de la France, qui le dit ? Comment ? Avec quel contenu ? Celui qui le dit, c'est le Conseil constitutionnel. Il rend le 27 juillet 2006 une décision qui est relative à la constitutionnalité d'une loi de transposition de directives européennes. Le Conseil constitutionnel va suivre un raisonnement qui est en 4 étapes, et je crois avoir compris, en consultant la position de la Cour constitutionnelle italienne, et je pense à l'arrêt du 27 décembre 1973, Frontini et Pozzani, que votre théorie, dite des contre-limites, qui se réfère, je cite, à des principes suprêmes de l'ordre constitutionnel et aux limites nécessaires à garantir l'identité de l'ordre juridique national découlant de la Constitution, n'est pas si éloignée de ce dont je vais vous parler. Le raisonnement sur ce contrôle de la constitutionnalité des lois de transposition des directives, le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel français peut se résumer de la manière suivante. 1. La transposition des directives est une obligation elle-même constitutionnelle. C'est l'article 88.1 de la Constitution française. 2. Le Conseil constitutionnel se reconnaît donc, en bonne logique, la possibilité de contrôler l'erreur manifeste de transposition qu'aurait commise le législateur français dans la transposition de ces directives. 3. Dans les cas où la directive apparaît avoir été correctement, convenablement transposée par le législateur français, alors le Conseil constitutionnel accepte d'en examiner la compatibilité, nous voici au cœur de notre sujet, avec le droit constitutionnel national. Mais en réalité, ce contrôle se limite à la vérification de ce que n'a pas été franchi, une frontière qu'il est impossible de franchir. Je m'explique et je le cite. Il vérifie que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à, voilà le mot lâché, l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. Et on peut dire qu'ainsi le juge constitutionnel se réserve expressément, mais c'est sa seule réserve, la possibilité de censurer une loi de transposition qui aurait été opérée correctement, qui aurait bien fait son office, mais qui, ce faisant, bien que fidèle à la directive qu'elle transposait, porterait atteinte à un principe constitutionnel si essentiel, pas tous les principes constitutionnels, mais seulement ceux-ci, si essentiels
qu'il participerait de l'identité constitutionnelle nationale. Et enfin, dernière étape, dans le cas où une directive, cette fois-ci, transgresserait le droit de l'Union européenne, alors il reviendrait en tout état de cause aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle. Cette jurisprudence n'est pas isolée, elle est constante. Par la suite, le Conseil constitutionnel l'a simplement affinée. Je cite une décision du 17 décembre 2010. Le Conseil pose pour règle qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité, etc., etc. Et enfin, allons au bout de sa logique, par une décision du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel, pour la première fois, renvoie lui-même, ce qu'il s'était jusqu'ici plutôt interdit, renvoie lui-même à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, parce que la vérification qui lui est demandée de faire, bien que touchant à la constitutionnalité de la loi de transposition, met en cause l'interprétation même de l'acte dont il s'agit, qui est un acte cadre, décision cadre, en matière de mandat d'arrêt européen qui lui est demandé d'examiner. Par conséquent, compétence européenne et non pas compétence du Conseil constitutionnel français. Alors, quelle est la définition de cette identité constitutionnelle à laquelle tient tant le Conseil constitutionnel? C'est difficile de répondre. Et c'est là quand même le cœur de la difficulté. Le Conseil constitutionnel emploie à 4 reprises cette expression, dans 4 arrêts successifs, celui que je viens de vous commenter, et puis un arrêt du 30 novembre 2006, un arrêt du 19 juin 2008, et encore un arrêt du 12 mai 2010. Jamais il n'en fournit de définition. Alors, il y a une définition qui s'impose à nous, et j'imagine qu'il s'imposerait à vous dans les mêmes conditions, mais j'imagine seulement. Ce serait que la forme républicaine du gouvernement compose à minima ce noyau dur de l'identité constitutionnelle. Ici, je parle de l'identité constitutionnelle française. Et on connaît quel en est à peu près le socle d'appui, c'est l'article 89, alinéa 5 de notre Constitution, celle du 4 octobre 1958, qui dispose, je cite, « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ». Eh bien, si cet article précisément, et cette notion précisément, est la seule dans toute la Constitution française qui est stipulée comme insusceptible de pouvoir faire l'objet d'une révision, alors on peut penser qu'on est dans un noyau dur qui résisterait à toute mise en cause, quelle qu'elle soit. Et c'est, pensons-nous, une situation qui est inchangée, qui est rendue inchangée par le processus européen. C'est ce à quoi amène à penser une décision du Conseil constitutionnel du 2 septembre 1992 sur le traité sur l'Union européenne. Mais alors, qu'est-ce que la forme républicaine de gouvernement? Qu'est-ce que la forme républicaine de gouvernement? Est-ce que ce sont tous les droits fondamentaux ou seulement ceux de la Déclaration de 1989? Est-ce que c'est seulement le principe de séparation des pouvoirs ou est-ce qu'il faut additionner à ce principe celui de la souveraineté du peuple? On n'en sait rien. On peut, à minima, s'en tenir aux énonciations de notre Constitution qui, en son article 1, proclame « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race et de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et enfin, c'est l'article 2, alinéa 1er, la langue de la République est le français. » C'est déjà beaucoup. Avec ça, on peut forger une identité constitutionnelle. Je présume que les juridictions italiennes s'interrogent à partir de leur propre texte constitutionnel dans des conditions analogues. Dernier point, j'en aurai fini, je vais l'abréger car je suis bien long. La conciliation entre normes constitutionnelles nationales
et droit européen opéré par le juge français, eh bien, sans y insister, vous le trouverez dans le support papier développé qui vous sera remis avec les liens hypertextes vers les décisions. Eh bien, en gros, dans son contrôle de la constitutionnalité des règlements, le Conseil d'État agit dans les mêmes termes et selon le même schéma de pensée, par translation, pourrait-on dire, par transposition, que le Conseil constitutionnel, et il utilise comme limite l'identité constitutionnelle nationale, et la Cour de cassation en fait de même. Je cite, et j'en ai fini avec ce dernier propos, un arrêt de sa chambre sociale du 14 décembre 2016, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour, qui porte sur des dispositions de droit du travail qui transposent une directive européenne, la Cour relève, je cite, la portée donnée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux dispositions législatives critiquées ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise et ne méconnaît aucun des principes constitutionnels applicables invoqués. Et voici ce qui nous intéresse, que ces dispositions législatives ainsi interprétées, ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Conclusion, pour votre plus grand soulagement, il est possible, croyons-nous, de considérer que la France, comme l'Italie, comme d'autres encore, s'oriente vers un dépassement de l'approche moniste ou dualiste de l'intégration européenne à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, Monsieur le Premier Président, et je cite ici, Madame le professeur Cartabia, membre de la Cour constitutionnelle italienne, « L'harmonisation ne néglige pas la diversité, la standardisation ne méprise pas les disparités et en général, elle n'ignore pas les particularismes. » Merci vraiment de toute votre attention.